Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui nous allons revenir sur un événement qui a marqué l'aéronautique, mais qui comporte aussi son lot de polémiques et de fake news. Je parle bien entendu du projet Red Bull Stratos, plus connu sous le nom du saut de Felix Baumgartner. En 1959, au début de l'ère spatiale, les Américains ont pour projet de réaliser toute une série de tests humains dans la haute atmosphère afin d'améliorer leurs connaissances en aéronautique. C'est ainsi qu'est né le projet Excelsior destiné à effectuer des sauts en parachute à très haute altitude. Le cobaye, c'est lui, Joseph Kittinger. À la manière d'un Chuck Yeager, il va, le 16 août 1960, monter à 31 333 mètres d'altitude et bat ainsi le record du plus haut saut en parachute. Le projet Excelsior n'a cependant pas été une partie de plaisir. En effet, ce n'est qu'à la troisième mission que l'objectif a été atteint. Sa vitesse de pointe lors de sa chute est de 988 km/h, soit environ 80% de la vitesse du son dans l'air. Kittinger rentre alors dans l'histoire. Le record de Joseph Kittinger reste fièrement sur son trône pendant plus de 6 décennies. Et aujourd'hui, il coule des jours heureux à l'âge honorable de 90 ans. Cependant, son record fait des envieux et pendant de nombreuses années, on a tenté d'aller encore plus haut pour repousser les limites de l'aéronautique. C'est là qu'intervient Red Bull, la célèbre marque autrichienne de boissons énergisantes. Dans les années 2000, la marque a pour projet de battre le record de Kittinger, et de loin. Ils veulent marquer les esprits. C'est ainsi qu'est né le projet Red Bull Stratos. Son but est très simple, effectuer une chute libre depuis la stratosphère en essayant d'aller le plus haut possible et dépasser le mur du son lors de la chute. En 2010, le cobaye est désigné. Il s'appelle Felix Baumgartner, il est autrichien et c'est un parachutiste et base jumper de renom. Il a par exemple établi le record du plus haut saut en parachute depuis un immeuble en 1999 ou bien traversé la Manche en chute libre. Ce n'est donc pas un inconnu, c'est même quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce domaine. Le projet commence alors à se réaliser, le tout financé par Red Bull. Le 15 mars 2012, Baumgartner effectue un premier test à 21 km d'altitude pour vérifier si tous les systèmes et surtout le ballon qui l'emmène à cette altitude fonctionnent bien. Même chose pour le 25 juillet de la même année. Ces sauts d'entraînement sont des réussites et confirment que battre le record du plus haut saut en parachute est non seulement parfaitement envisageable, mais surtout facile. En effet, Red Bull possède des moyens qui sont bien au-delà des moyens de l'armée américaine avec le projet Excelsior 60 ans plus tôt. Quand je dis facile, évidemment tout est relatif, mais c'est pour dire à quel point ça paraissait probable, possible. Le 9 octobre 2012, c'est le grand jour. Baumgartner s'apprête à sauter à plus de 36 000 mètres d'altitude et d'après les estimations des ingénieurs du projet, il devrait facilement passer le mur du son. Le problème, c'est que des vents très violents sont signalés à cette altitude, et après une petite attente, la mission est finalement repoussée au lendemain, pour éviter quelconque risque. Félix redescend alors bredouille. Le lendemain, les conditions météorologiques ne sont pas meilleures, et la mission est à nouveau annulée. C'est là que les membres du projet se demandent si, finalement, c'était aussi facile que ça en avait l'air. Le 14 octobre, le ballon est lancé depuis la ville symbolique de Roswell, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et ouais, ça ne s'invente pas. Le ballon sonde arrive à atteindre l'altitude de 39 976 mètres, et pour cette troisième tentative, les conditions météorologiques permettent à Baumgartner de sauter. L'événement sera retranscrit en direct sur les chaînes de télévision et sur internet, et devient l'un des lives les plus suivis par les internautes à cette date. 4 minutes et 9 secondes après sa chute, Félix atteint la vitesse de 1358 km/h, passant ainsi largement le mur du son. Le parachute est alors rapidement déployé et le parachutiste se pose sur le plancher des vaches 9 minutes après son départ. Et c'est ainsi que Felix Baumgartner bat à plate couture le record détenu par Kittinger 62 ans après. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pourquoi parler de saut en parachute alors qu'on est chez le petit astronome? Quel rapport avec le spatial? Eh bien parce que pendant cet événement, comme tous les événements de ce type sur internet, il a eu le droit à son lot d'articles sensationnalistes. Et on s'est posé alors cette question. Felix Baumgartner a-t-il sauté depuis l'espace? Et oui, les journalistes, téléspectateurs et internautes se sont tous posé cette question, qui pourtant a une réponse toute faite. Mais avant de s'attaquer à celle-ci,
Il faudrait d'abord répondre à une autre question. C'est quoi l'espace? Ben ouais. Il faut malheureusement revenir au basique parce que la définition de l'espace est encore très floue pour la majorité du grand public. Ce qu'on appelle l'espace en cosmologie est l'ensemble des zones de l'univers qui se trouvent au-delà des corps célestes, se démarquant ainsi de l'atmosphère et par leur densité de l'air quasi nulle. Cependant, le concept du vide absolu n'existe pas. En effet, même entre les voids, un terme anglais désignant des énormes régions de l'univers avec très peu de galaxies, il y a quand même une concentration de molécules. Pas beaucoup, hein, quelques atomes par mètre cube, mais une concentration quand même. Cependant, cette densité est tellement infime qu'on la considère comme nulle, et c'est ce qui démarque le vide d'une atmosphère. Maintenant qu'on a répondu à cette question, il est temps de répondre à une autre. Où se situe la différence entre l'atmosphère et l'espace? Et c'est là que ça se corse, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite précise entre l'atmosphère et l'espace. Le fait est que plus on s'éloigne du plancher des vaches, moins la densité de l'air est importante. Mais en aucun cas, l'atmosphère s'arrête d'un coup. En réalité, l'atmosphère va bien plus loin, à des milliers de kilomètres d'altitude. Par exemple, la Station spatiale internationale, se situant à 400 km d'altitude, doit régulièrement remettre un peu de gaz pour se recalibrer sur son orbite. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce que les frottements de l'air sur la station, aussi infimes soient-ils, sont suffisamment forts pour la faire légèrement freiner. Et si la station freine trop, elle retombe sur Terre et ça fait... Et c'est pas joli. Donc en termes physiques, la limite est assez floue. En revanche, il arrivera bien un moment où on considère la densité de l'air comme négligeable. Et à partir de ce moment-là, vous serez véritablement dans l'espace. Mais pour ne pas se prendre la tête et surtout pour se simplifier les choses, l'Union astronomique internationale a décidé d'établir une limite symbolique et géopolitique de l'espace. On appelle cette limite la ligne de Kármán. Il s'agit d'une limite immatérielle située à 100 km d'altitude et qui fait la différence entre l'atmosphère et l'espace. Mais attention, ce n'est pas une séparation physique choisie au hasard. Il s'agit là d'une délimitation à but politique. Si vous vous situez en dessous de la ligne de Kármán, vous êtes techniquement dans le couloir aérien d'un pays, à moins d'être au-dessus d'une mer ou d'un océan. En revanche, si vous êtes au-dessus de la ligne de Kármán, vous êtes donc géopolitiquement parlant dans l'espace. Et vous n'êtes dans aucun couloir aérien d'aucun pays, car comme le veut l'Union astronomique internationale, l'espace n'appartient à personne. En revanche, vu que ça n'appartient à personne, être dans l'espace équivaut juridiquement à se situer dans les eaux internationales, tout comme la surface lunaire ou martienne d'ailleurs. Et bien évidemment, la ligne de Kármán est bien choisie car à 100 km d'altitude, la densité de l'air est quasi nulle. On peut donc presque parler de vide spatial. Mais vous êtes quand même dans l'espace. Donc quand on voit le saut de Felix Baumgartner, on constate que le bonhomme a sauté d'une altitude de 39 976 mètres. On n'est donc pas du tout dans l'espace. On est même très loin d'avoir franchi la ligne de Kármán, on a fait à peine 40% du trajet. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit souvent que Felix Baumgartner a sauté depuis l'espace, alors qu'il n'a en réalité pas sauté depuis l'espace? À cause de ça. Cette image a été diffusée absolument partout, dans les journaux, sur internet, à la télévision, elle est très populaire. Le problème, c'est que c'est un ramassis de conneries. Penchons-nous un petit peu pour analyser cette image. N'importe qui a un minimum d'esprit critique peut se rendre compte en une fraction de seconde qu'il s'agit là d'un photomontage. Premièrement, la Terre. Cette image présente une courbure de la Terre bien supérieure à ce que l'on peut voir à 40 km d'altitude. Et à raison puisque cette photo a été prise à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, à plus de 400 km d'altitude, donc 10 fois plus haut que le ballon de Red Bull. Deuxièmement, le fond étoilé. Il est tout bonnement impossible d'avoir un fond étoilé dans ce genre de photo, parce que vu que la Terre est éclairée par le Soleil, ce dernier fait office de projecteur et masque absolument tout. Le ciel paraît alors complètement noir. Et troisièmement, comment est-ce que la capsule et le parachutiste peuvent être éclairés par devant alors que la Terre, elle, est éclairée par le Soleil au fond? Ça n'a aucun sens. Et le problème, c'est que cette image est l'une des plus reprises sur Internet. Ajoutez à cela l'incompréhension générale et le manque d'intérêt du grand public pour des notions physiques, et hop, vous avez une nouvelle idée reçue.
Parce que physiquement, aller dans l'espace avec une capsule et un gigantesque ballon, c'est impossible. Parce qu'à une altitude proche de la ligne de Kármán, la densité de l'air est nettement insuffisante pour pouvoir l'emmener plus haut. La seule façon d'atteindre l'espace, c'est avec un lanceur à propulsion chimique. En d'autres termes, une fusée. Ou un missile balistique nucléaire, au choix. D'ailleurs, n'oubliez pas que tous les engins à avoir franchi la ligne de Kármán n'étaient pas des ballons-sondes des capsules, non. C'était des missiles V2 nazis envoyés par les Américains en 1946. Ne croyez pas non plus ce genre de vidéos sur internet où des étudiants envoient des ballons avec une caméra embarquée aux portes de l'espace. On a par exemple cette célèbre vidéo intitulée « We sent a GoPro to space », ce qui veut littéralement dire « On a envoyé une GoPro dans l'espace ». Or, l'altitude maximale que ce ballon météo a atteint est de 90 000 pieds, ce qui fait en gros 28 000 mètres. On est donc très loin de la ligne de Kármán. Et à 28 000 mètres d'altitude, la densité de l'air, elle, est encore très importante. Et ne vous fiez pas non plus à la courbure de la Terre. On a le droit ici à des caméras à focale courte qui ont la particularité de déformer les lignes droites. Il n'y a qu'à voir quelques passages de la vidéo pour s'apercevoir que selon l'angle et la prise de vue, la courbure change, causée par l'effet de la focale courte de l'objectif de la caméra. Donc non seulement c'est du putaclic, mais du putaclic mensonger, ce qui est encore pire. Alors, vous allez très certainement me dire que moi aussi je fais du putaclic, mais moi au moins, je ne raconte pas de conneries. Pour conclure sur cette vidéo, le saut de Félix Baumgartner est certes joli à voir si on s'intéresse un petit peu au parachutisme, mais il ne présente en aucun cas une avancée dans le domaine de l'astrophysique. Les photomontages, fake news et multiples incompréhensions de la part du grand public sur le sujet arrivent à une vision biaisée et érodée de ce que l'on définit comme l'espace. Une capsule suspendue par un ballon-sonde ne peut pas atteindre la ligne de Kármán. Tout simplement parce que l'atmosphère est tellement peu dense que le ballon ne peut pas monter plus haut. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, le saut de Félix Baumgartner reste, avant tout, un énorme coup de communication de la part de Red Bull. Non pas que cette marque soit forcément mauvaise, mais c'est à se demander ce qu'une marque de boisson énergisante vient faire dans un tel projet. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt!